Le but étant de ralentir le déclin cognitif, on met en place des activités artistiques qui stimulent et maintiennent les capacités cognitives persistantes. C'est extrêmement important. En fait, elles visent à promouvoir la qualité de vie, la dignité et l'expression de l'identité de nos aînés. Elles permettent aussi de rompre l'isolement et de contribuer aussi à préserver la qualité des relations au sein des familles. Et ça, c'est crucial. Épisode spécial, podcastons. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial Podcaston. Aujourd'hui, je reçois Ludovic Coqueret. Ludovic qui est président de l'association ARTS, qui œuvre auprès des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer et leur entourage. Bonjour Ludovic. Bonjour Delphine. Alors, bienvenue sur Skill Me Up. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre du podcaston, décrire les activités de ARTS. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Alors Delphine, je vais plutôt te donner 3 moments clés. En fait, il y a 15 ans, je suis devenu bénévole accompagnateur de l'association ARTS, puisque le président de l'époque du laboratoire dans lequel j'étais chez MSD avait décidé d'installer un partenariat avec l'association de manière à ce que chacun des salariés puisse donner 20 heures de son temps pour une association. Donc moi, j'avais été sensibilisé par cet acte de dévouement. Et je trouvais qu'il était important de donner de son temps à une association, donc j'ai tout de suite foncé dans cette nouvelle aventure humaine. Par la suite, je suis devenu bénévole conférencier, car j'adorais déjà l'art à l'époque, et je trouvais ça intéressant de passer de l'autre côté pour pouvoir faire face à ces patients qui étaient en attente de délivrance de messages autour des œuvres qu'on pouvait décrire ensemble. Et par la suite, je suis devenu enfin président de l'association. Pour moi, c'est un grand honneur de présider cette belle association, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ces sujets qui sont d'une préoccupation dominante actuellement. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es président? 8 ans que je préside l'association. Et merci pour cette présentation. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les missions de ARTS? Parce que je crois que vous intervenez à la fois auprès des bénéficiaires, mais aussi des aidants. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Absolument. Alors déjà, nos missions, elles s'articulent autour de la prévention des troubles de la mémoire. En fait, ce qui stimule et entretient le mieux notre mémoire, et plus largement nos fonctions cognitives, en fait, c'est jamais ce que l'on croit. ARTS a développé une méthodologie qui propose à tous les seniors des visites de groupe en musée et via Internet. Nous avons développé une plateforme de visite à distance pour pouvoir toucher un maximum de personnes qui sont impactées par la maladie, donc les bénéficiaires eux-mêmes, mais également les aidants qui les accompagnent. Alors en fait, cette méthodologie est importante parce qu'on a voulu que cette visite, quand on se retrouve dans des sites culturels, soit la plus interactive possible. On ne veut pas que ce soit une visite descendante où on fait simplement de l'histoire de l'art. On veut vraiment qu'il y ait un partage d'expériences et du vécu de chacun afin que chaque bénéficiaire puisse alimenter les échanges. Et c'est en cela que cette méthodologie est importante. En fait, on construit au sein d'un groupe constitué de 5 individus, pas à pas le sens d'une œuvre pour stimuler pleinement les fonctions cognitives. L'idée, c'est que quand les bénéficiaires sont face à une œuvre, qu'ils puissent échanger entre eux, mais qu'ils puissent aussi faire une introspection et de se dire « je suis capable de pouvoir analyser chacun des détails d'une œuvre ». Ce qui est intéressant d'ailleurs quand on en vient à l'analyse, on se rend compte souvent que la perception des bénéficiaires est souvent même différente du conférencier. Souvent, ils s'attardent sur des petits détails que nous, on ne voit pas forcément. Et c'est en cela qu'on arrive à construire une histoire qui est finalement propre à chacun. Alors c'est aussi l'avantage de bénéficier aussi d'un accompagnement d'une conférencier ou d'un conférencier qui permet du coup d'expliquer un petit peu l'art de son point de vue. Et les échanges sont toujours extrêmement ludiques et conviviaux. En fait, les lieux culturels dans lesquels on organise les visites sont souvent fermés au public, ce qui place finalement le bénéficiaire dans un endroit, j'ai envie de dire, accueillant, chaleureux, mais aussi sécurisant pour eux. Et ça, c'est très important. Ouais, c'est important, ouais. C'est très important. Et alors, j'ai compris que vous proposiez des actions de groupe et des accompagnements individualisés, c'est bien ça?
Exactement. Alors les actions de groupe, donc comme je le disais, elles se situent dans des musées culturels. Il y a beaucoup de musées qui nous ont ouvert leurs portes généreusement. Pour en citer quelques-uns, nous avons le musée du Louvre, le Grand Palais, le Quai Branly. Donc là, comme je le précisais tout à l'heure, l'idée c'est qu'on constitue des mini-groupes pour pas que ça soit non plus des trop gros groupes et qui puissent provoquer des moments d'anxiété, d'inquiétude. Chaque bénéficiaire donc, qui participe à cette visite interactive est accompagné d'un bénévole qui est à côté de lui et qui permet d'être toujours dans le maintien d'une espèce de concentration sur l'œuvre et sur ce qui est dit par le conférencier, de manière à ce qu'il puisse toujours participer, ne pas le laisser apathique. Et c'est vrai que c'est aussi les traits, les caractéristiques de cette maladie, c'est que parfois on peut vivre une apathie, donc il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Mais on a développé depuis 2020, alors cette date elle est importante parce qu'on a eu le phénomène du Covid, bien évidemment, qui nous a impacté de manière négative. Et c'est en cela que nous avons développé une plateforme de visite en ligne. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on sait que parfois, les lieux culturels ne sont pas forcément accessibles à tous. Il y a des bénéficiaires qui sont isolés dans leur campagne. Certains ont des problèmes motriciels, ils ne peuvent pas se déplacer, ou de vue ou d'audition. Et donc, on a décidé, avec l'impulsion, j'ai envie de dire, du Covid, de développer cette interface de manière à ce que les bénéficiaires, un petit peu dans des endroits reculés, puissent aussi participer à des visites, mais à distance. Il suffit d'une connexion Internet et d'une tablette pour qu'ils puissent eux-mêmes participer, avec l'aide de leur aidant, à une visite virtuelle. Oui, c'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'ils sont tout seuls face à leur tablette? Non, ils sont quand même avec leur aidant. Ils sont avec leur aidant ou avec aussi un bénévole qui peut se déplacer à domicile ou un jeune en service civique. Et alors justement, parlant des bénévoles, comment on devient bénévole? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un processus d'intégration? Est-ce qu'on est formé? Enfin, comment on fait pour rejoindre Arts et devenir bénévole? Alors, c'est très simple. Nous avons un site internet qui est assoarts.org. Et donc, nous décrivons toutes les activités qui sont propres à l'association. Et il y a notamment une page qui s'appelle Je m'engage et qui permet de pouvoir s'inscrire dans ce programme de volontariat. Il suffit simplement de renseigner ses coordonnées. Il y a aussi une zone de commentaires qui permet de pouvoir exprimer ses attentes, ses besoins, d'échanger du coup avec nous. Ou alors, le bénévole peut aussi directement appeler le secrétariat, il y a une ligne téléphonique qui est dédiée aussi à cela. Donc en fait, on a 2 vecteurs de communication et 2 endroits où on peut s'inscrire très facilement. On mettra les coordonnées, bien sûr, dans les notes de l'épisode. Mais au-delà de la modalité d'inscription, est-ce qu'ensuite ils sont pris en charge? Est-ce qu'ils sont formés? Parce que clairement, je pense que le discours, la façon d'accompagner, il y a sûrement des choses, des précautions à prendre. Vous les formez pour ça? Évidemment, alors là, c'est fondamental d'ailleurs. En fait, effectivement, quand un bénévole décide de s'inscrire dans cette aventure humaine, il y a une formation qui est prévue, heureusement, donc une formation de 2 jours à la pathologie de la maladie d'Alzheimer, avec ses symptômes, mais également à l'apprentissage de la méthodologie Arts et notamment des interactions et du vocabulaire que l'on doit employer quand on est face à un individu atteint de cette maladie. Donc c'est extrêmement important. Ce qu'on a aussi voulu créer, c'est une communauté de bénévoles, de manière à ce que les anciens bénévoles puissent rencontrer les nouveaux et échanger sur leur expérience et aussi rassurer parfois les nouveaux entrants. Car c'est vrai, parfois, la maladie d'Alzheimer fait peur. Quand on arrive dans l'association, on a une méconnaissance de la maladie, de la pathologie, et il est toujours intéressant d'être rassuré par rapport à la propre expérience vécue déjà par les anciens bénévoles. Quand effectivement on s'inscrit dans cette démarche-là, l'idée c'est de pouvoir aussi s'impliquer au moins 3 mois dans la démarche de l'accompagnement du bénéficiaire dans les musées, puisque l'idée c'est que chaque bénévole qui s'inscrit à ce programme-là va au préalable rencontrer le bénéficiaire dont il va s'occuper. Donc ça se passe toujours au domicile du bénéficiaire, qui est souvent d'ailleurs accompagné de son aidant. Ça permet comme ça déjà de déstresser finalement le bénéficiaire qui va participer aux visites. Et également, ça permet une première interaction et assez chaleureuse entre le bénéficiaire et le bénévole. Et ensuite, s'ensuit les 4 visites dans des sites culturels dédiés. Et chacune des visites dure une après-midi. Ces visites sont espacées de 2 semaines entre elles. Et ensuite, on clôture le cycle par un moment convivial au domicile du bénéficiaire pour finalement faire une conclusion du cycle de visite. Alors évidemment, encore une fois, le bénéficiaire et le bénévole ne sont jamais laissés à l'abandon. Il y a toujours un soutien régulier de manière à pouvoir aussi répondre à ces éventuelles questions.
Et est-ce que vous avez mesuré l'impact de ces accompagnements sur les bénéficiaires? J'imagine que depuis le temps que l'association existe, si ça ne portait pas ses fruits, vous auriez sûrement arrêté. Mais est-ce que vous avez une mesure concrète de la façon dont ça soulage Évidemment, c'est une très bonne question et c'est vrai que quand on a démarré ce projet, on avait à cœur aussi de vouloir connaître l'impact de tout ce qu'on faisait, toutes les activités qu'on mettait en place au sein de l'association. Alors, il faut savoir qu'en 2019, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui avait fait une étude et qui mesurait d'ailleurs l'impact positif des activités artistiques sur justement la prévention des troubles de la mémoire et le ralentissement du déclin cognitif. Et nous, on l'a mesuré aussi au sein de notre association à notre échelle, en notamment élaborant des questionnaires qu'on administrait aux aidants, de manière à mesurer l'impact de nos visites, de nos actions, sur différents critères, sur l'humeur, sur la motivation, sur l'estime de soi, sur l'amélioration des interactions du bénéficiaire avec ses proches ou avec l'extérieur. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait une amélioration significative sur tous ces items-là. Donc ça nous a en tout cas encouragé à développer ces activités. Alors c'est vrai qu'on parle des activités de visite, d'accompagnement au musée, mais ça peut aller aussi au-delà. On avait notamment pensé à des activités artistiques telles que de la peinture, de la poterie, tout finalement ce qui faisait référence à de l'introspection, mais aussi à aller vraiment puiser au plus profond d'eux-mêmes ces moments vraiment de libération qui pouvaient survenir. Et c'est vrai que l'impact a été mesuré, mais on le fait de manière continue pour ne pas s'égarer. Et c'est vrai que c'est très important aussi de suivre ça de manière très précise. Puisque tu évoquais les aidants, lorsqu'on devient aidant, on est souvent désemparé, enfin on ne sait pas quoi faire, surtout si c'est quelqu'un de très proche. Est-ce que vous accompagnez également les aidants? Est-ce que vous les informez? Est-ce que vous les soulagez? Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, les aidants ne sont pas toujours bien aidés, n'ont pas les outils. Il leur manque des choses. Quand la maladie finalement tombe sur leurs proches, en fait, ils sont souvent désemparés, hein, c'est ce que tu disais, et ils sont complètement désœuvrés. Donc c'est pour cela que d'ailleurs, quand on organise ce type de visite au musée avec les bénéficiaires, on leur offre aussi un moment de répit, et c'est extrêmement important pour eux. Hein. On sait que la plupart, les chiffres l'attestent, 75% des aidants sont stressés, sont fatigués, car ils n'ont pas les outils pour lutter contre cette pathologie. Donc on est là aussi pour les aider à essayer de trouver des interactions qui sont pas forcément celles qu'ils utilisent au quotidien. On essaie de les aider aussi d'employer les bons termes qu'il faut, de trouver les mots qui soient justes et qui puissent rassurer aussi leurs proches qui sont atteints de la maladie. Je parlais tout à l'heure de la plateforme qu'on a mise en place concernant les visites à distance. Ça, c'est un formidable moyen de pouvoir aussi augmenter et améliorer l'interaction qu'ils ont avec leurs proches. Parce que souvent, quand on réalise ces visites à distance, ça permet de les réunir autour d'une visite. Et souvent, finalement, on se rend compte que ça les fait grandir tous les deux, finalement. Et donc, on a envie d'impliquer les aidants dans cette démarche-là et de continuer, même au-delà de l'association, dans la vie de tous les jours, de stimuler au travers de l'art, au travers des connexions qu'ils peuvent faire sur des visites virtuelles, à stimuler leurs compagnons, leur mari ou leur femme. Et on se rend compte que comme il y a un impact positif, ça permet en tout cas d'améliorer l'interaction qu'ils ont avec eux et de vivre mieux la maladie, quelque part. Bien sûr. Si nos auditeurs décident d'inscrire un de leurs proches, est-ce qu'il y a des formules? Est-ce qu'il y a des forfaits? Comment ça se passe concrètement? Alors, l'idée, c'est de contacter l'association, encore une fois, soit directement sur le site internet ou soit en contactant par téléphone l'association. L'idée, c'est aussi d'accompagner des patients, des bénéficiaires qui soient quand même atteints à un stade léger à modéré pour qu'ils puissent, malgré tout, suivre une visite guidée au musée. Donc ça, c'est aussi important, déjà, de recruter les bonnes personnes aussi pour qu'elles puissent finalement profiter au maximum des activités qu'on propose au sein de l'association. Mais il suffit simplement de joindre l'association, d'exprimer les besoins et les attentes, et nous, on pourra à ce moment-là intégrer ces personnes-là, si elles correspondent aux critères prédéfinis, à des cycles de visite, tout simplement. Encore une fois, il y a on a la chance d'avoir de nombreux sites culturels qui nous ont ouvert leurs portes, et on laisse souvent aussi le choix à la personne qui désire intégrer un cycle de visite, on lui laisse le choix de choisir le lieu où elle désire aller. Donc ça, c'est aussi important, de manière à ce qu'elle puisse profiter au maximum, en tout cas, de ces interactions, de cette activité de visite. Très bien, merci. Et donc, si on veut aider Arts, si on veut faire un don ou autre, comment ça se passe? Alors, effectivement, il est possible de faire un don. L'idée, c'est de se connecter sur notre site internet et il y a une page « Je donne ».
Et c'est sur cette page-là que l'on peut verser une somme que le donateur souhaite y inscrire. Alors, il faut savoir que 60% sont exonérés fiscalement parlant. Donc, du coup, c'est quand même avantageux pour le donateur. Alors, il peut le faire par virement bancaire. Donc, bien sûr, le site est sécurisé. Ou par chèque, envoyé directement à l'association. Alors, il faut savoir aussi, j'insiste aussi, c'est que il faut environ 15 000 euros par an de donations pour pouvoir entretenir nos cycles de visite et assurer 10 nouveaux parcours de visite, que ce soit dans des sites culturels ou en ligne. Donc c'est pour ça que les dons sont extrêmement importants et qu'on compte beaucoup sur la générosité des personnes. Alors, il y a aussi un autre système, aussi un autre moyen qui nous avait aussi permis d'avoir des dons. C'était au travers d'une troupe théâtrale avec laquelle on avait organisé un partenariat. En fait, on avait réussi à récolter à peu près 5 000 euros à l'époque de recettes concernant une représentation théâtrale que l'on avait organisée dans un haut lieu. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir organiser des partenariats, soit au travers de concerts, soit au travers de théâtre ou autres supports artistiques. Et c'est aussi un moyen de récolter des fonds pour financer nos accompagnements de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Très bien. Je me souviens, moi, dans la dernière troupe de gospel à laquelle je participais, nos concerts étaient donnés au bénéfice d'associations. Donc, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et oui, exactement. Alors, merci Ludovic pour tous ces éléments. Je te propose maintenant de passer aux questions signature du podcast. Alors, ma première question, c'est comment organises-tu ta veille ? Et j'imagine qu'il y a peut-être des choses qui évoluent sur cette maladie et qu'il est important de se tenir au courant. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a plus de 1 million de personnes concernées par la maladie d'Alzheimer, avec la population vieillissante. Ça en fait un vrai enjeu de société, donc il est urgent de pouvoir s'en occuper. C'est vrai qu'il n'existe pour l'heure actuelle pas de solution thérapeutique. Donc c'est pour ça qu'on a mis en œuvre toutes ces solutions non thérapeutiques, mais qui se placent autour des activités artistiques, de manière à pouvoir développer ces activités et de ralentir le déclin cognitif. Alors évidemment, on essaye de s'améliorer sur les supports artistiques que l'on peut proposer. On a eu cette idée, comme je le disais, en 2020, de développer cette interface de visite à distance, mais on réfléchit à d'autres aspects. On a aussi à cœur de se développer au niveau national. Il y a de plus en plus de sites culturels qui nous font confiance. On devient maintenant visible auprès des acteurs de santé. Il y a même les mairies maintenant qui nous ouvrent leurs portes. Donc c'est aussi une manière de pouvoir recruter aussi de nouvelles personnes dont on n'a pas forcément la connaissance. Mais les mairies sont là aussi comme rôle de relais pour à nouveau aider ces personnes qui sont en souffrance et qui sont parfois isolées. La deuxième question signature, c'est quelle formation a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? Mais là, ce que j'aimerais plutôt savoir, c'est quelle est l'offre de formation que vous proposez avec Ars auprès des DRH ou enfin, des entreprises en général. Oui, effectivement, en fait, l'idée, c'est de sensibiliser les DRH, finalement, à la formation vis-à-vis du développement des compétences des salariés aidants, à la fois sur l'état de la maladie et des symptômes afférents, les comportements à adopter face à cette maladie, qui est souvent d'ailleurs méconnue, et le discours aussi à tenir, parce qu'on a encore une fois développé une méthodologie et des interactions qui sont spécifiques à cette maladie. Très bien. Quel conseil pratique donnerais-tu à un DRH ou à un directeur de formation, justement en lien peut-être avec cette maladie ou peut-être la recherche de dons ? Le conseil que je donnerais, c'est déjà d'être sensibilisé à cette maladie. Malheureusement, on est de plus en plus impacté par toutes les maladies neurodégénératives. Donc finalement, j'ai envie de dire que le don pourrait se faire par virement, tout simplement, ou alors en organisant une activité artistique, tel un concert, telle une représentation théâtrale, comme je le disais tout à l'heure, ou alors tout simplement par, comme je le précisais en tout début de séance, par l'instauration d'un programme de volontariat pour les salariés qui puissent donner une vingtaine d'heures, pourquoi pas, de leur temps pour une association, et la nôtre en l'occurrence. Bien sûr, ok. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Ludovic ? Alors, l'actualité prochaine, c'est surtout le développement de nos actions en province. C'est vrai que jusque-là, on avait concentré nos activités à Paris et en région parisienne. Et là, on a cette chance maintenant, c'est de pouvoir développer cette activité dans plusieurs villes de province. Alors, pour en citer quelques-unes, nous avons Rouen, Lyon, Clermont-Ferrand, Nantes, qui nous font l'honneur de pouvoir nous offrir ce développement de nos activités. Donc, on est très fiers et on espère même un jour, pourquoi pas, nous développer au niveau international. Très bien.
Et pour finir, est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up? Alors oui, tiens, je pense à Valérie Campizi-Bergeret, qui est DRH chez Menarini. Je pense à elle parce qu'elle est sensible aux valeurs de partage, de collectif, autour du sport notamment. Et je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à partager avec toi sur un prochain Skill Me Up. Super, merci Ludovic, je la contacterai de ta part. Alors nous arrivons à la fin de cet épisode. Je voulais te remercier pour ce que tu nous avais partagé en lien avec ARTS et la maladie d'Alzheimer, souvent encore méconnue parmi le grand public. Tant qu'on n'est pas touché personnellement, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur cette maladie et qui nous met parfois en état de désarroi quand on est face à elle. Donc merci beaucoup pour ces éléments. Je mettrai les coordonnées d'ARTS à la fois pour faire un don ou pour devenir bénévole dans les notes de cet épisode. Et je souhaite que ça inspire plusieurs de nos éditeurs, soit pour devenir bénévole à leur tour, soit pour contribuer au soutien de ARTS. Merci Delphine de m'avoir donné l'opportunité de parler de l'association ARTS et de mettre en valeur et en lumière toutes les actions que l'on met en place. Encore une fois, on a besoin de dons et également de nouvelles recrues. Donc je compte sur vous et sur votre motivation à venir nous rejoindre et vous serez bien évidemment les bienvenus. Et j'en profite aussi Delphine pour te souhaiter bonne chance à Skill Me Up et cette formidable intervention, en tout cas qui fait toujours plaisir à partager avec toi. Merci beaucoup Ludovic. À très bientôt, peut-être d'ailleurs à l'occasion d'un spectacle. Eh bien sûr. Ou d'un concert au bénéfice de ARTS. Donc. Évidemment, je t'attends effectivement autour d'une action vraiment de promotion qu'on pourra organiser avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.